C'était donc la plus grande consultation citoyenne jamais lancée sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Et depuis le 29 octobre dernier, la plateforme parlons-égalitédeschances.fr était accessible à tous pour recueillir vos idées, vos réponses aux problématiques posées. Vous avez peut-être même vous-même apporté votre contribution puisque tout se passait par QR code ici. Et donc, on va découvrir et analyser ensemble ces résultats. Et donc, Maxime Barbier, il est déjà installé, il est chez lui, c'est top. Directeur associé de Bluenov, devenu la référence de l'intelligence collective en France. À ses côtés, Saïd Amouche, bien sûr, que je ne présente plus, et Thibaut Guilluy, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, chargé de la mission de concertation et de préfiguration de France Travail. Alors, comment ça va se passer? Vous allez, Maxime, nous restituer ces résultats et puis on va interagir en fait avec Saïd, avec Thibaut, parce que ce qu'on veut, c'est, voilà, ok, on a les résultats, mais qu'est-ce qu'on en fait? On est d'accord? Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais juste revenir un petit peu avant, c'est passé très vite. C'est parti. Bon, bonsoir à toutes et à tous et je suis très heureux d'être parmi vous pour vous restituer les enseignements de cette consultation Parlons égalité des chances qui a eu lieu un mois avant le sommet, un mois pour contribuer et partager ses idées sur la situation de l'égalité des chances, ses solutions et aussi ses visions d'avenir. On a projeté les participants dans une société en 2030 où il n'y avait plus de discrimination à l'emploi et on a recueilli l'ensemble de leurs contributions. On a mené ça pour la Fondation Mosaïque et en partenariat avec EPOCA. Et donc, alors déjà, première bonne nouvelle, c'est que la plateforme reste ouverte aujourd'hui et encore pendant quelques jours, donc vous pouvez contribuer. Sachez que si je vous partage quelques chiffres clés, on les a dépassés, on avoisine les 1200 participants grâce à cette journée et on a plus du 16 000 contributions qui sont en grande partie des contributions liées à des questions ouvertes. Donc les gens ont pu s'exprimer de la manière la plus libre possible. Et on a traité avec nos algorithmes, avec du traitement automatisé du langage, l'ensemble des contributions pour pouvoir vous restituer 5 engagements qui font beaucoup écho à ce qui s'est dit pendant toute cette journée. Alors, le premier enseignement, je ne veux pas glacer la salle, mais c'est celui de la réalité qui est l'égalité des chances. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un sujet pris prioritairement par notre société. C'est ce que pensent 50% des participants. Donc on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Les gens sont conscients en fait de la situation. Alors il y a quand même des motifs d'espoir, notamment sur les sujets de recrutement, où les personnes qui candidatent considèrent qu'aujourd'hui c'est un critère de leur choix. Et même 30% de ceux qui candidatent à des nouvelles offres, pour eux, le fait qu'une entreprise soit engagée sur l'égalité des chances, c'est un critère indispensable dans son choix. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Le deuxième enseignement, c'est que c'est un problème à prendre à la racine. Et que le chiffre que vous avez sous les yeux, pour 37% des répondants, l'éradication, le terme est peut-être un peu fort, des discriminations, elle pourra passer que par un changement de système et un changement des mentalités. Et c'est encore plus fort pour les moins de 20 ans. Eux, ils sont 62% à penser que ce changement de mentalité, c'est le facteur premier de la transformation de notre modèle. Donc on voit que les jeunes générations attendent ce choc de mentalité et ça passe par des actions de sensibilisation, de formation à toutes les échelles. On y reviendra, l'école, l'entreprise, l'État et puis à tous les moments de la vie. Là, vous avez un des rêves pour 2030 que je vous laisse découvrir. Donc on voit que ça passera en grande partie par l'éducation, ce changement de mentalité. Troisième, petit décalage. Donc le changement a pu se produire grâce aux nouvelles générations qui ont été éduquées avec des valeurs de partage, de tolérance et de paix. Troisième enseignement, les solutions, elles existent. Tout le monde est d'accord avec ça. L'enjeu, c'est leur passage à l'échelle.
Donc c'est pas, le sujet, c'est pas vraiment de mettre en place des nouvelles solutions, d'innover, d'essayer de faire autre chose. C'est plus la question de démultiplier et comme on le disait juste avant, de coordonner les différents acteurs. Et là, il y a un appel très très fort qui ressort de la part des participants de dire il faut que l'engagement fort l'engagement des parties prenantes soit fort et soit plus coordonné entre États, entreprises et citoyens. Les participants à la consultation identifient aussi les différentes étapes. On parlait de cycle ou de chaîne de valeur tout à l'heure de l'inclusion, où il y a des actions à mener. Donc c'est à la fois au moment de la formation et de l'orientation des jeunes, de la recherche d'emploi, de l'entretien, et puis il donne aussi la perspective de l'intégration dans les entreprises et de la prise de responsabilité dans ces entreprises. Pour autant, il y a un sujet qui ressort particulièrement, c'est le 17%, c'est le moment du recrutement. Et là, beaucoup de choses se font, mais il y a encore des approches nouvelles à tester, et c'est notamment les plus jeunes, les 21 à 30 ans, qui se disent voilà, il faut qu'on passe sur d'autres modalités de recrutement qui existent, mais qui ne sont pas forcément généralisées, les CV anonymes, le fait même de ne pas demander du tout de CV, les entretiens à l'aveugle, bref, une série de propositions qui permettraient de trouver d'autres formes de recrutement. On est beaucoup sur le aller vers et d'aller à la rencontre des jeunes. Maxime, je vous interromps 2 secondes parce qu'en effet, ces solutions, vous les développez, Mosaïque, on est d'accord? Ouvrons son micro. On a une série de solutions effectivement qui sont ancrées. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont aujourd'hui, notamment à l'Agora aujourd'hui, qui portent des solutions qui permettent effectivement de garantir davantage de recrutement inclusif. Les équipes de Mariam Katab, par exemple, sont extraires sur ces questions et c'est très intéressant à suivre. Mais du coup, qu'est-ce qui empêche de passer à l'échelle, Thibaut Guinoui? Vaste question, ravi d'être avec vous ce soir. Qu'est-ce qui empêche de passer à l'échelle? Pardon, ma question elle est peut-être un peu naïve, mais, je me dis, il y a une solution qui existe. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la dupliquer? On partage quand même un petit peu les constats. Si vous n'avez pas conscience des choses, déjà, c'est compliqué après derrière d'enclencher le mouvement. Donc on a un sujet de prise de conscience de la discrimination dans le recrutement et dans les politiques RH, et on travaille avec beaucoup d'entreprises et parfois on ne se rend pas compte en fait qu'on discrimine, on ne se rend pas compte en fait qu'on passe à côté d'un certain nombre de viviers de talents parce qu'on a des processus un peu stéréotypés, des habitudes là-dessus. Donc il y a ce sujet-là, mais c'est dit très bien dans cette étude. Et donc on a d'abord un enjeu culturel, une bataille, et je pense que le sommet de l'inclusion participe à ça. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on le voit bien, il faut ensuite après derrière se former à l'inclusion. Nous, on accompagne aussi beaucoup la formation des chefs d'entreprise, des recruteurs, parce qu'on parle souvent des candidats. Et évidemment, il faut accompagner les candidats à arriver à la porte de l'entreprise, mais faut-il encore que l'entreprise apprenne à l'ouvrir à tous les talents? On parle souvent des invisibles. Moi, j'ai pour habitude de parler plutôt des aveugles. Nous sommes parfois un peu aveugles, ou en tout cas borgnes sur une bonne partie des talents dans notre société. Quand on a mis en place un jeune, une solution qui était sur les jeunes, le plan en sortie de crise pour essayer d'apporter une opportunité à tous les jeunes de ce pays. Il y a une biodiversité de situations, il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire, d'autres un petit peu moins, certains qui sont fortement diplômés, d'autres qui sont passés un petit peu à côté de l'école. Il a fallu d'abord qu'on déploie une biodiversité de solutions. Et vous parliez des pouvoirs publics. Oui, les pouvoirs publics doivent être au rendez-vous, évidemment, de ces incitations, de ces moyens. Mais ce qui a fonctionné, c'est à partir du moment où on a invité les entreprises à travailler main dans la main avec nous pour voir comment on pouvait lever progressivement les freins, évidemment, au recrutement partout dans le pays. Alors vous tendez la perche à Maxime, puisque c'est la slide suivante. C'est-à-dire que là, que disent donc les répondants à ce propos? Que l'État a un rôle clé à jouer, il le joue déjà, mais il faut aller encore plus loin, au moins sur 3 axes. Le premier, c'est agir sur le système éducatif, le plus en amont possible, parler, promouvoir l'égalité des chances, également former les enseignants notamment, c'est quelque chose qui est cité. Le deuxième, c'est
mettre du positif, communiquer sur ce qui fonctionne. J'entendais tout à l'heure le ministre Stanislas Guerini qui disait voilà, on va lancer une grande campagne de communication sur la marque employeur. C'est justement une des propositions, une des attentes des participants de sensibiliser massivement par les réseaux sociaux, via des publicités à la télé, sur les réussites. Alors certains sont même promoteurs de démarches un peu plus choc, de dire voilà, il faudrait un classement chaque année des entreprises qui s'engagent pour l'égalité des chances, celles qui le font pas ou qui n'atteignent pas les impacts. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a quelques clivages quand même dans cette consultation. Et puis, le dernier sujet clé, c'est celui d'installer un cadre légal et le bon cadre légal et réglementaire. Et là, il y a les apôtres de la méthode incitative. Alors plutôt ceux qui ont plus de 41 ans, de plutôt encourager à prendre des mesures pour l'égalité des chances. Et puis il y a ceux qui sont sur des approches plus par obligation, par sanction. C'est les plus jeunes, les 21-30 ans, qui disent voilà, il faut aller plus vite et donc il faut peut-être installer un cadre réglementaire plus répressif et même aller jusqu'à potentiellement intégrer des quotas, etc. Et le dernier enseignement, c'est pour les entreprises, et donc ça fait écho à ce qui vient d'être dit. Les participants considèrent que les entreprises jouent un rôle pour 70%, elles sont au rendez-vous. Pour autant, elles doivent encore faire évoluer leurs pratiques et les compétences pour pouvoir mieux appréhender le sujet de l'égalité des chances et donc avoir plus d'impact. Et donc là, sur ce sujet particulier, ils font des propositions pour diversifier les profils recrutés, notamment en revoyant les processus de recrutement, le fameux aller vers, créer des nouveaux espaces de rencontre, de discussion. Le deuxième, c'est former en interne les collaborateurs et les collaboratrices au sujet de l'inclusion économique, à l'égalité des chances, au biais. Et puis, il y a une sorte de transformation de la fonction RH qui est attendue dans ces pratiques et également dans l'évaluation des pratiques RH. C'est quelque chose qui a été fortement évoqué par les participants. Est-ce que justement de ce point de vue, je rebondis sur ce que vous venez de dire Maxime, puisque vous êtes coprésident des entreprises s'engagent. Thibaut, est-ce que justement dans ces constats partagés, comment vous agissez pour répondre justement aux problématiques ? D'abord, j'ai pris un petit coup de jeune avec ce... Pourquoi vous dites ça ? Parce que j'ai plus de 41 ans et figurez-vous que moi, je suis plutôt partisan, je pense, en tout cas de mesures d'incitation quand même assez fortes, on va dire. Parce que si on a envie d'avancer, on l'a vu sur l'égalité homme-femme, si à un moment donné, on ne met pas en place des règles quand même assez claires sur la parité, il y a eu aussi l'index Pénicaud, on a fait la loi Rixain, et on voit bien que même avec ça, ça ne suffit pas. Dans le domaine du handicap, on a mis en place, a été mis en place une obligation sur le recrutement des personnes en situation de handicap à 6%. On est encore à 30% d'entreprises qui respectent cette obligation. Donc, on est en chemin. Donc, on voit bien que c'est important et le fonctionnement de l'entreprise, en fait, se fait aussi dans un cadre, en fait. Et les incitations, ça permet ça. D'ailleurs, l'appel qui était fait, par exemple, sur l'achat Made in banlieue, c'est aussi quelque chose dans le cadre de la loi résilience. Prendre en compte les considérations sociales dans la commande publique. Maintenant, c'est possible. Et donc, c'est des chemins pour pouvoir faire avancer les causes dont on parle ici sur la scène. Alors, le deuxième élément ensuite, c'est bien de mettre des obligations, mais ensuite, il faut accompagner les acteurs. Et c'est tout le sens, en fait, des entreprises s'engagent, qui est quelque chose qui a été initié par le président de la République en 2018, mais où on co-construit, en fait, et c'est la première fois, en fait, que ça existe. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul pays dans lequel on a ça, un réseau co-construit, pouvoir public, entreprise. Et comment ensuite on va agir ensemble sur l'inclusion, se former, agir dans les quartiers, sur les jeunes, sur le handicap, parce que ça ne s'improvise pas. Et donc là, on est passé à 65 000 entreprises qui sont engagées, on a des filières aussi qui nous rejoignent. Et donc en fait, c'est créer le mouvement en étant inclusif. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est des champions du monde de l'inclusion, ils sont déjà très avancés, mais de temps en temps, ces exemples-là peuvent un peu fermer la porte à ceux qui vont faire le premier pas. Oui. Et donc, l'idée des entreprises s'engagent, c'est de donner le guide pour l'action, État, entreprise. Donc, rejoignez-le si vous avez envie de passer à l'action. Et évidemment, Mosaïque, et on travaille main dans la main avec la Fondation Mosaïque sur les questions d'inclusion économique. Mais du coup, Saïd Amouche, vous faites partie, vous, des entreprises s'engagent ? Pas encore, mais c'est une histoire de temps. Mais en fait, c'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup les entreprises
classiques en fait qui ont rejoint les entreprises s'engagent, mais il faut avoir une acception des entreprises de façon beaucoup plus large. Moi, j'étais pendant Donc ça veut longtemps... dire que Mosaïque potentiellement peut faire partie du mouvement parce que c'est quand même ce cœur d'action, quoi. C'est parfois les cordonniers les plus mal chaussés, donc une adhésion, donc, pour Mosaïque. Voilà, on est d'accord, c'est acté là ce soir. On parlait d'impact, ça y est, l'impact il est là, tangible. Et puis Mosaïque, c'est pas que Mosaïque, c'est toute cette communauté en fait d'acteurs aujourd'hui qui sont au rendez-vous. Je rappelle que Thibaut, c'est extrêmement intéressant. C'est 10 000 personnes qui se sont inscrites. Donc si on retire le millier de candidats, ça veut dire qu'on a 9 000 entreprises aujourd'hui qui ont embarqué leurs collaborateurs et qui ont envie de s'engager sur les questions d'inclusion. Donc merci effectivement d'élargir le groupe et on viendra avec toute cette communauté. Et puis il y a aussi les acteurs associatifs, il y a les acteurs de l'inclusion aujourd'hui qui ont plein de choses à proposer et à intensifier. Donc faisons coalition. Sur la question juste du changement d'échelle, je pense aussi dans ces assemblées, on retrouve quand même aussi beaucoup de grandes entreprises, enfin quelques PME, mais beaucoup de grandes entreprises. Je pense que c'est important aussi pour qu'on réussisse le changement d'échelle, qu'on organise les choses de manière à ce que ce soit accessible aux TPE, aux PME. Bien sûr. Et donc c'est un petit peu une obsession qu'on a de construire en fait des programmes qui soient le plus accessibles possible aux TPE et aux PME dans les territoires, d'autant plus que c'est celles qui recrutent le plus, qui accompagnent le plus. Et pour les grands groupes, en fait, on en fait plutôt des partenaires pour faire en sorte de toucher le plus largement possible l'ensemble des entreprises de France. Maxime, je vous laisse poursuivre. C'était plus pour partager cette vision en 2030 d'une société sans discrimination et les gens ont pu, enfin les participants ont pu s'exprimer sur les fondamentaux de cette société. Et donc, ce que vous aviez sous les yeux disait que les différents acteurs se sont associés, mobilisés, donc organisations gouvernementales, les entreprises, les citoyens, pour lutter contre ce fléau. Le mot est peut-être un peu dur, mais en même temps, il exprime tout le changement qui doit être apporté. D'accord, le mot fléau, quoi, c'est fort. Hein. En tout cas, c'est un appel à l'action collective pour qu'en 2030, on ait eu beaucoup plus d'impact. Et voilà, les citoyens sont prêts à jouer leur part aussi, ils l'ont dit dans cette consultation. D'accord, donc on répond à l'appel dès maintenant, on est d'accord? Plus que jamais. Et contribuer également à cette consultation. Elle est encore ouverte, donc relayez auprès de vos entreprises. On a besoin d'être encore plus nombreux pour faire avancer la cause. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un truc qui me semble important. D'abord, un grand merci à Bluenov et à Maxime pour la contribution, parce que c'est vraiment du pro bono qui a été mis en place et qui nous a permis de donner la parole à plus de 1000 citoyens qui ne sont pas que des amis de Mosaïque. Donc c'est des gens qui viennent de plein d'horizons et qui ont produit ces 15 000 contributions. Et moi, je retiens une chose, c'est qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, on a le sentiment de se parler entre nous, mais il y a une énorme attente à l'extérieur de notre bulle pour aller plus loin. Et ça, c'est l'enseignement que je retiens. Donc, on a plein de choses qui marchent. On a le sentiment, en fait, que ça ne va pas assez vite. Mais à l'extérieur, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Et donc, voilà, moi, je suis ravi que Thibaut soit au pilotage de France Travail. J'espère qu'on te nommera à la tête de France Travail. Moi, je le souhaite très sincèrement, parce que tu le mérites, parce que tu connais ces sujets-là, et parce que surtout, en fait, c'est ce que attendent aujourd'hui les citoyens, d'être beaucoup plus dans l'exécution, et tu l'as démontré. Ça, c'est pas forcément le sujet. En revanche, ce qui est important... Si, c'est le sujet. Qu'on ait des gens pragmatiques à la tête de prochaines administrations. Par contre, ce qui est important, effectivement, et je pense qu'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a dû en parler ce matin, c'est qu'on parle du plein emploi. Et je pense qu'on peut quand même se réjouir quand même du fait de pouvoir même envisager cela, parce que le chômage a baissé, qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de tensions de recrutement, et que du coup c'est aussi derrière ces tensions, qui a un mot un peu péjoratif, un peu négatif, c'est aussi beaucoup d'opportunités d'emploi, une invitation, une incitation extrêmement forte à toutes les entreprises à changer un peu leurs pratiques et à revoir un petit peu leur fonctionnement pour pouvoir aller chercher les talents là où ils sont. Et c'est effectivement l'idée de France Travail, c'est de se dire comment on fait pour accompagner les entreprises et d'accompagner chaque personne qui parfois a fini par presque abandonner l'idée même de pouvoir retrouver un travail, de pouvoir le faire, donner confiance à chacun, aller chercher tous les talents là où ils sont. C'est l'idée de France Travail, et évidemment, du coup, c'est ça qui accompagne l'inclusion, enfin qui est mue par cette idée d'inclusion économique dans le pays. En tout cas, c'est pour ça qu'on va travailler et qu'on va se battre. En tout cas, je suis sûre que vous allez vous battre ensemble pour donc mener ce combat. Merci beaucoup, merci à tous les trois.
Maxime Barbier, Saïd Amouche et Thibaut Guilhuy. Alors dans quelques minutes, on va découvrir la dernière keynote de la journée sur un secteur ô combien stratégique, la tech. À tout de suite. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur Mosaïque Talent, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Et donc, coup de projecteur à présent sur le secteur de la tech, secteur qui est en train lui aussi de connaître une mutation. Pour en parler avec nous, donc merci d'accueillir Anthony Babkin. D'accueillir, non, il est déjà sur scène, donc voilà, il a devancé cet accueil. Donc Anthony Babkin, cofondateur de l'association Diversidays, ainsi que Benoît Grossman, CEO de Razeo, par ailleurs président de France Digital. On peut les applaudir tous les deux, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu le branle-bas de combat, j'ai l'impression, dans la tech, puisqu'il y a quelques semaines, une douzaine de fonds d'investissement de la place de Paris se sont engagés pour une tech plus inclusive. Concrètement, vous me connaissez, ça veut dire quoi exactement et quel est l'impact? À vous de jouer pour 6 minutes. Merci pour nous avoir lancés. Merci aussi aux derniers des Mohicans qui sont encore là ce soir. Je vois qu'on ferme la boutique ensemble, donc merci de nous écouter sur la fin du programme. Non, plus sérieusement, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Anthony Babkin, j'ai cofondé une asso d'égalité des chances qui s'appelle Diversidays. On œuvre activement pour faire en sorte que la tech soit plus inclusive. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il manque beaucoup de gens à l'appel dans le monde de la tech, essentiellement bien sûr des femmes, mais pas que. Parlons un peu d'intersectionnalité, c'était aussi l'objet de toute la rencontre d'aujourd'hui. Il manque énormément de femmes des territoires, quartiers, zones rurales. Il manque des femmes de couleur, il manque des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont plus de 45 ans. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens beaucoup plus différents qui trouvent leur place dans la tech. Je ne vais pas vous rappeler à quoi ressemble à peu près le portrait de la tech, plutôt un homme qui a fait une grande école, qui a levé des fonds, etc. Je ne vais pas rappeler sa couleur de peau ou où est-ce qu'il habite, mais en tout cas aujourd'hui, lorsqu'on prend le Next 40, c'est-à-dire les plus grandes capitalisations aujourd'hui en France, il y a une femme, je crois, la seule femme a fait HEC. Enfin bon, pardon, je ne vais pas vous brosser le portrait du portrait type de la tech, mais il y a un chiffre, nous, plutôt que de dire il y a trop de ceci ou trop de cela, on a décidé avec le cabinet PwC, en l'occurrence, d'analyser un peu les blocages qui existent dans l'écosystème tech. Et il y a un chiffre qui revient souvent, c'est celui de 39%. C'est 39% de gens qui ont vécu des discriminations à l'entrée des entreprises de la tech. Ce chiffre, moi, il m'anime, il me questionne énormément sur les pratiques managériales dans le monde de la tech. Et en fait, pour changer le game, il va falloir qu'on travaille dans une logique d'écosystème, c'est-à-dire travailler avec les fonds, travailler avec les startups, travailler avec les acteurs de l'inclusion et réussir à faire en sorte que les solutions pour faire avancer la diversité et l'inclusion soient concrètes. On a lancé avec la Fondation Mosaïque un mouvement qui s'appelle Take Your Place il y a maintenant 2 ans. On l'a expérimenté avec tout un tas d'acteurs, mais surtout des startups. Et donc, on l'a décliné en 5 étapes. C'est un mouvement auquel on adhère. Ça dure 1 an. Et dedans, on rencontre tout un tas d'acteurs, d'experts qui vous aident à avancer sur les questions de diversité et inclusion. La première étape, on en a abondamment parlé, je l'ai entendu dès l'ouverture du sommet, comme dans les ateliers, c'est l'enjeu de la mesure. S'entourer d'acteurs comme Mixity, comme Me&You2, des acteurs qui vous permettent de faire un audit, un diagnostic. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on parle de diversité et inclusion abondamment, mais si on a des chiffres, c'est mieux. Moi, j'invite aussi les entreprises qui, à un moment, analysent leur politique de diversité et inclusion à dire on n'est pas bon sur ça, l'assumer, et à un moment de dire voilà, on a travaillé proactivement pour faire en sorte que ça change. 1 an plus tard, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce sujet de plafond de verre pour des personnes en situation de handicap ou des personnes racisées, alors bien sûr, on va prendre l'angle social en France parce qu'il y a un peu d'hypocrisie à parler de données ethniques. Pardon, je me lâche. Mais donc, du coup, on va dire, tiens, il n'y a pas assez de jeunes de quartier ou pas assez de personnes des zones rurales, etc. Donc, aujourd'hui, notre rôle avec Take Your Place, c'est d'accompagner ces boîtes-là. C'est une adhésion, elle est somme toute symbolique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore quelques semaines, je pleurais tout seul dans ma chambre en me disant, il n'y a pas assez d'acteurs qui nous soutiennent avec ce programme ambitieux pour changer le visage de la tech. Et en frappant aux boîtes et au fond, parce que vous voyez, je suis allé voir les boîtes tech, je voyais que ça répondait pas trop. Puis alors, je me suis dit, je vais aller voir ceux qui financent les boîtes tech. Et j'ai trouvé un peu plus de sponsors. Donc déjà, je remercie Benoît Grossman qui est là aujourd'hui. Benoît, c'est quoi Euraseo pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Euraseo est un fonds d'investissement. Donc, on investit dans des sociétés, beaucoup dans le secteur de l'innovation, dans le domaine du digital. Donc, beaucoup de startups qui, on espère un jour,
deviennent des scale-up. Et comme tu l'indiquais, pour paraphraser un ancien ministre du numérique, je crois que les fondateurs de start-up dans le domaine du numérique, ils se ressemblent tous un petit peu. Ils ont tous fait les mêmes études, notamment ils ont fait des études à Jouy-en-Josas. Et ce qu'on doit faire au niveau des fonds d'investissement, il est à deux niveaux. Il est bien sûr dans les sociétés dans lesquelles on investit, mais il est également dans les équipes d'investissement, parce que notre métier, on a des équipes d'investissement qui investissent dans des sociétés. Donc si on a un premier filtre où les équipes d'investissement sont majoritairement représentées non diverses, il y a de fortes chances pour que les sociétés dans lesquelles on investit soient également non diverses. Donc ça se fait à deux niveaux. Donc une fois de plus, c'est un travail de longue haleine. On ne va pas changer du jour au lendemain d'un claquement de doigts pour avoir une société plus diverse et plus inclusive. Ça va prendre un peu de temps. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Ça va prendre du temps. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Et je crois que c'est une volonté commune de tout le monde de le faire. Et dans le groupe Eurazeau, on l'a toujours fait. Et on l'a toujours fait de manière un petit peu officieuse. Et là, on le fait de manière officielle en s'associant à cette merveilleuse initiative que tu as lancée. Dans les points très concrets d'engagement, c'était aussi l'objet en rejoignant Take Your Place. On voulait éviter quelque chose d'incantatoire. On a écrit ensemble 10 pour action dans les deux les plus transformateurs. Je peux en citer un et je te laisserai parler peut-être du pacte d'engagement. La première, c'est faire en sorte de former toutes vos équipes aux pratiques non discriminatoires. Ça paraît peut-être rien, mais aujourd'hui, quand on a un investisseur, on a des billets. Et au final, les grandes capitalisations, on retrouve ces fameux diplômés de Jouy-en-Josas, pour ne pas dire l'école. Et Benoît, il y a un des engagements que vous avez pris sur le pacte d'actionnaires, d'ajouter une nouvelle clause. Alors vous faisiez déjà quelque chose d'un peu similaire, mais on va aller plus loin. Est-ce que vous voulez en parler ? Oui, bien sûr. Donc, c'est rajouter dans les pactes d'actionnaires. Donc, les pactes d'actionnaires, c'est un peu ce qui lie quand on investit dans une société. C'est ce qui va lier. C'est un peu comme un contrat de mariage. Sauf que là, c'est forcément à durée limitée, forcément. Donc, c'est ce qui lie un peu les relations entre actionnaires de la société pour les prochaines années. Donc, l'idée, c'est d'inclure une clause de diversité et d'inclusion dans ces pactes d'actionnaires. Alors, bien sûr, il y a une obligation de moyens, une obligation de résultat. On va commencer par une obligation de moyens et puis après, qui viendra avec une obligation de résultat. Mais nous, on pense que c'est une bonne idée. Et une fois de plus, tout ça, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. C'est le poids de l'histoire. Enfin, la non-diversité, la non-inclusion, ça a toujours été très, très fortement incrusté dans nos sociétés. On ne va pas changer d'un claquement de doigts, mais moi, je suis très positif sur ce changement de paradigme. Mais on n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années. Donc, En tout cas, pour rendre encore plus lisible la chose, c'est quand une boîte va finalement avoir une levée de fonds, c'est quand même 30 milliards d'actifs que vous gérez. Je crois que la moitié des boîtes du CAC 40, vous avez investi dedans. Non, la moitié des boîtes du Next 40, pas du CAC 40. Du Next 40. Les boîtes du Next 40, c'est... c'est le nouveau CAC 40. Oui, les Next 40, donc c'est les 40 plus belles sociétés prometteuses de la French Tech, qui on espère, vous avez bien compris le clin d'œil, que les Next 40 deviennent les boîtes du CAC 40. Exactement. Et donc, pour que ce soit très clair pour tout le monde... Et ça sera le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Une boîte dès demain dans laquelle vous allez investir sera contrainte d'avoir une stratégie diversité et inclusion. Et je l'espère demain ne plus recruter des clones. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à vous. Merci pour le timing serré. C'est le moment de mettre fin au suspense avec ces pitchs d'entrepreneurs et de connaître enfin les lauréats juste après le jingle. Eh bien, comme promis, on va donc mettre fin au suspense et découvrir ensemble qui des 6 entrepreneurs qui sont venus pitcher leur projet, qui a remporté 100 000 € de prêt à taux zéro, prêt donc accordé par le Fonds Sens. Pour désigner ces lauréats, je vais appeler Saïd Amouche, président de la Fondation Mosaïque, ainsi que le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Saïd Amouche, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, et on attend donc Roland Lescure qui était là il y a 3 secondes. Mais enfin, j'ai quand même besoin de vous, Saïd, parce que en effet, le voilà. Monsieur le ministre Roland Lescure, on vous attendait avec impatience puisque on arrive au terme de ce sommet de l'inclusion économique et on vous remercie de votre présence avec nous ici. Alors, vous le savez, on va remettre dans quelques instants
On va remettre dans quelques instants les prix du fonds Sens, ceux qui auront donc gagné ces prêts à taux zéro et qui vont recevoir un coup de booster formidable pour pouvoir poursuivre leur activité. Je vais vous laisser prendre un micro, Monsieur Lescure, parce que, Monsieur le ministre, j'aimerais donc que vous nous disiez un mot sur cet événement-là qu'on s'apprête à clore ce soir. Un événement qui vient clore, une journée d'échange, de partage de bonnes pratiques et d'impact. C'est important. Merci. Merci à vous, merci à tous les deux et merci à tous et toutes et notamment les patients qui ont tenu jusqu'à si tard ce soir parce que je sais que la journée a été longue. J'ai envie de vous dire bienvenue chez vous puisque c'est votre événement. Bienvenue chez nous parce qu'on est quand même ici un peu chez nous puisqu'on est en face du bureau qui m'occupe jour et nuit depuis maintenant quelques mois. Et au fond, bienvenue chez vous parce que Bercy, moi je souhaite l'ouvrir de plus en plus. C'est souvent perçu comme une forteresse parfois un peu imprenable à laquelle on va uniquement pour rencontrer son inspecteur des impôts. Moi, je souhaite vraiment que cet édifice, cet immeuble soit ouvert le plus possible et notamment aux causes qui me sont chères et la cause que vous avez portée toute la journée et que Saïd porte depuis des années, mais particulièrement chère. Donc, bienvenue chez vous. Je pense que la journée a été longue et qu'on a sans doute passé peut-être une partie du temps d'ailleurs à se lamenter. Donc je ne vais pas me lamenter trop. Mais j'ai quand même, il faut le reconnaître, beaucoup de fierté vis-à-vis d'un mandat qui s'est achevé, le premier mandat d'Emmanuel Macron auquel j'ai modestement contribué comme parlementaire, mais aussi quelques frustrations. La fierté, c'est quand même ce qu'on a fait du côté du marché du travail, du côté de la formation, du côté de l'apprentissage, qui fait qu'aujourd'hui, je ne vous fais pas l'article, mais on est sur des taux de chômage historiquement bas, notamment pour les jeunes. Mais ma frustration, c'est qu'on n'a pas encore réussi à remporter ce combat dans les quartiers. Les taux de chômage sont encore trop élevés, les taux de chômage des jeunes sont encore trop élevés. Malgré les efforts que vous faites et que nous faisons, on a encore du boulot. Et donc pour moi, c'est très important d'être là ce soir. D'abord, pour vous dire qu'on a encore du boulot. 2, parce que je suis ministre de l'Industrie, que l'industrie fait vraiment partie de la solution. La semaine dernière, c'était la semaine de l'industrie. Moi, je l'avais mise sur le thème de la formation, du talent, de la diversité, de l'accès des femmes à l'industrie. Et j'ai fait des rencontres absolument exceptionnelles, y compris en ouvrant Bercy une fois de plus ici aux 4 vents de l'industrie, mais aussi en allant sur le terrain. J'étais à Stein dans une école de production que tu connais peut-être, Saïd, où j'ai rencontré des jeunes extrêmement motivés, mobilisés, certains issus de l'immigration, certains même mineurs non accompagnés, et qui retrouvaient à la fois une joie de vivre et un sens à fabriquer des choses. Et l'industrie, pour moi, vraiment, c'est une des solutions qui va nous permettre à la fois de donner un avenir à des jeunes qui aujourd'hui n'en ont pas, et accessoirement de donner un avenir à des entreprises qui aujourd'hui en manquent cruellement. Les entreprises manquent d'emplois, manquent d'employés. Les jeunes sont encore trop éloignés du marché du travail. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'industrie entre dans les quartiers et que les quartiers entrent dans l'industrie. Et ça, je vais modestement y contribuer dans les années qui viennent. Vous avez une annonce à nous faire? Non, mais moi, ce que j'aimerais d'abord vous dire, c'est que on a un machin qui s'appelle le Conseil national de l'industrie, qui est le rassemblement de tous les industriels, les parties prenantes de l'industrie, les partenaires sociaux, qui visent à piloter la politique industrielle de la France, qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, et qui avait en son sein créé ce qu'on appelle le Conseil de la mixité, créé par ma prédécesseur, Agnès Pannier-Runacher, qui visait, et c'est un enjeu important, à avoir plus de femmes, plus de jeunes femmes dans l'industrie. Moi, j'ai souhaité qu'on élargisse ce Conseil de la mixité et que ce soit un Conseil de la mixité et de la diversité. Parce que je souhaite que les entreprises industrielles, tout simplement, commencent à se poser la question de savoir au sein de leurs effectifs combien j'ai de jeunes issus des quartiers défavorisés, combien j'ai de jeunes issus de parcours divers, combien j'ai de jeunes issus de l'immigration. Parce qu'en général, commencer à se poser la question, c'est déjà avoir envie d'y répondre. Et on en parlait récemment, Sanofi par exemple, qui s'est posé la question, qui a réalisé que je pense que c'était 4% uniquement de ses employés qui étaient issus de la diversité. En discutant d'ailleurs, je pense, avec toi, Saïd, on a décidé d'aller plus loin. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on arrive à organiser la réflexion dans l'industrie autour de ces questions. Et on ne s'invente pas, j'ai un passé d'ingénieur, de manière un peu quantitative, qu'on soit capable de mesurer chaque entreprise en son sein combien j'ai de jeunes qui sont véritablement issus de la diversité, combien j'ai de jeunes qui sont issus des quartiers en difficulté. Et du coup, est-ce que je peux me donner des objectifs? Ah bah oui, ça serait pas mal.
Oui, et moi, je voudrais que ce soit les entreprises qui nous remontent ça. D'accord, ce serait à elles de fixer du coup le... Dans un premier temps, moi, je pense que j'avais un patron, alors j'ai vécu au Canada une dizaine d'années, donc j'avais un patron anglophone qui disait « Roland, you get what you measure ». Si vous le mesurez, vous l'obtiendrez. Forcément. Et donc, moi, je voudrais que les entreprises commencent à se poser cette question. La première étape, ça serait la mesure, et après, on fixe l'objectif. Après, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des millions de jeunes qui vivent dans les quartiers, qu'on doit recruter, à qui on doit donner accès aux métiers industriels, qui, je le répète, sont des métiers d'avenir, qui payent en moyenne davantage que le reste de l'économie. Hein. C'est 15% d'écart, les salaires. Industrie versus non-industrie, qui en plus permettent de décarboner la France et donc de donner une perspective intéressante. Voilà, c'est tout bénef. On s'arrête là, on découvre les lauréats ensemble. Allez, je rappelle, Awa Dramé, fondatrice de Time to Start. C'est grâce à elle, ce fonds Sens, à elle et à Saïd Amouche. Saïd, je te laisse appeler justement les contributeurs du fonds Sens ainsi que les partenaires que tu souhaites faire monter sur scène pour annoncer justement ces lauréats. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'économie puisqu'il y a des entrepreneurs aussi dans les quartiers, il y a des entrepreneurs à succès qui font des belles choses, qui font des beaux projets sur les territoires. C'est bien pour eux, c'est bien pour le développement économique territorial. Et on a décidé, en fait, de les soutenir à travers des contributions qui ont été données par un certain nombre d'entreprises, partenaires de la Fondation. Et on a constitué, en fait, une dotation aujourd'hui de 100 000 €. Donc on avait 100 000 € à investir dans des projets à taux zéro, sans caution, sur des projets, en fait, qui nous avaient bluffés. Et donc le jury... qui a été présidé par Awa, puisque l'initiative en fait a été portée par Awa Dramé, qui s'occupe en fait de tout ce qui est entrepreneuriat dans les quartiers avec Time to Start. On a décidé donc de lancer ce prix ensemble, et donc du coup, qu'est-ce que ça a donné au niveau du jury ? Résultat, on veut savoir. Alors, on va bientôt savoir. Ok, mais on rappelle Louisa peut-être. On va aussi appeler Louisa, qui a été une grande contributrice. Bienvenue à toi. Louisa Renou de chez PwC, c'est elle également qui était dans le jury. Elle a participé aux délibérations, à la création de ce fonds. Merci Louisa. Oui, alors juste pour rappel, donc effectivement, il y a eu 6 entrepreneurs qui ont pitché, il y a 4 financements qui ont été accordés. Donc on va appeler les lauréats bientôt. Et un petit rappel, puisqu'on a eu quand même un vote du public qui a été fait. Absolument, tout au long le du prix week-end. du public. Et donc on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent. Et donc il y a notamment un prix en visibilité qui sera offert aux grands gagnants du prix du public, donc offert par SFR et par EPOCA. Ok. Et puis on a aussi également des lots, donc notamment des chèques cadeaux offerts par Boulanger qui seront distribués à l'ensemble des candidats du fonds Sens, et puis des coffrets beauté Pierre Fabre. Par les partenaires. Par les partenaires. Bon, on a assez fait durer le suspense quand même. Oui, Awa, alors un dernier mot quand même. Je suis désolée, je crois que je prends beaucoup la parole aujourd'hui, mais je voulais remercier Saïd. Vraiment un grand merci à toi, parce que si ça a été possible, c'est beaucoup grâce à toi. Et le fait d'avoir mobilisé, d'être engagé et avoir poussé quand il fallait, nous avoir aussi challengé et puis avoir aussi permis cette collaboration entre nous deux. C'est un peu un couple improbable, mais finalement on est un superbe couple, je trouve. Mais alors, je sais pas vous, mais les entrepreneurs, là, ils sont sur leur siège depuis tout à l'heure. J'arrête veulent savoir l'annonce. Donc, on va annoncer les premiers lauréats. Donc, je vais donner le premier chèque à Monsieur le ministre. J'adore. Et vous allez annoncer une des lauréates. Alors, c'est une femme, donc. Noussaïma Baraket de Bussy. Noussaïma. Yes, 15 bravo. 000 €. Noussaïma Baraket. Où est Noussaïma ? Elle est là. Génial. Bravo Noussaïma. Je vous en prie, recevez votre chèque des mains du ministre délégué chargé de l'industrie. Alors Noussaïma, pour rappel... Non mais vous allez signer, vous inquiétez pas, c'est pas un chèque en bois. Hein. Pour rappel, Noussaïma, c'est elle donc qui avait parlé de ces montres et qui voulait poétiser le temps. Vous aviez besoin de 20 000 et quelques euros, vous en avez 15 000. Ça ira ? Ça ira, et puis pour le reste, on va continuer de poétiser le temps et de mettre des montres sous le sapin. Merci. Absolument, vous pouvez choper donc sur son site. Et n'hésitez pas à aller voir la boutique de Noussaïma qui va bientôt exposer au printemps. Et elle a des montres magnifiques pour les cadeaux de Noël, c'est super. Absolument. Faut la soutenir. Bravo, Noussaïma. Tout à fait. Le prochain lauréat, Awa. Alors, le prochain lauréat, je vais aussi... je vais demander à Louisa, tiens. Ah bah Louisa. Hop. Alors, Louisa, roulement de tambour. Ah, dans le micro, c'est mieux. Alimé Taboy de Paris Speak Easy Tour. Alimé Taboy. Bravo. Super projet aussi.
pour visiter Paris quand on est solo, visiter Paris la nuit, se créer aussi des liens entre touristes. C'était vraiment super comme projet. Bravo. 15 000 € aussi. Ça s'applaudit. Un petit mot, Alimé. Déjà, merci beaucoup pour l'occasion. Ça a été une expérience incroyable. Première fois que je pitch. Et vraiment... oui, j'espère. J'ai adoré. Donc, du coup, on se retrouve bientôt pour la suite. Merci beaucoup pour l'événement. Merci. Merci, Alimé. On enchaîne. 3e lauréat. Est-ce que c'est le prix du jury ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Alors, je te laisse enchaîner. Tiens, Saïd. Alors, Naré Tandia. Naré Tandia pour Narena. Pour ceux qui n'étaient pas là, Naré Tandia, c'est le tatouage éphémère ONE. Et donc, grâce à ces 15 000 €, elle va pouvoir avoir un showroom, elle va pouvoir développer son site, elle va pouvoir faire plein de trucs. Mais énormément, là. Vous savez pas l'opportunité que vous m'offrez et je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. Merci pour l'opportunité et on se revoit très bientôt. Et toujours ces fabuleuses dotations de Boulanger et de Pierre Fabre. Merci à nos partenaires. Dernier projet? Dernier projet, récompensé. Très bien. Alors, qui l'annonce? À toi, Awa. Okay. Je suis très heureuse d'annoncer que Brahim Bourkia. Génial. Bravo, Brahim. On est très content aussi pour Brahim. Parce que je voyais dans les yeux, dans le regard du public que ce projet donc, de burger suspendu qui permet à un restaurateur d'offrir un burger à des étudiants dans le besoin, c'était vraiment une super initiative. Et alors, il faut que je vous dise, Brahim, que tout à l'heure, Joey Star, qui a donc lui aussi, qui est dans la gastronomie maintenant, vous le savez, il est très intéressé par votre concept. Il faut que je vous mette en contact. Avec plaisir, merci beaucoup. Et puis Aïda, autre chose. Merci à tous. Grégory Cohen a décidé en fait de collaborer aussi avec toi. Et, mais c'est magnifique. Voilà, mais c'est magnifique. Applaudissez. Ouais. Merci beaucoup. Extraordinaire. Merci. J'en profite du coup pour annoncer le prix du public. Puisque, voilà, tout à fait. Ça, on enchaîne. Donc, Brahim, tu vas rester sur scène. Vraiment Et donc, qu'est-ce que tu as gagné? Donc, un pack visibilité offert par Epoca et SFR, avec notamment un spot qui sera diffusé sur BFM. Wow. Un grand merci à Epoca et SFR. Génial. Merci à tous nos partenaires. Ça, c'est la classe. Franchement, merci beaucoup. Merci à la Fondation, merci à Saïd, merci Monsieur le Ministre, merci à Awa. Sans toi, ce ne serait pas possible. J'ai juste envie de vous faire passer un message. Habituellement, on organise des réveillons solidaires pour les SDF à Mantes-la-Jolie. Cette année, on organise avec une association qui s'appelle Les Mamans du Ciel, qui s'occupe des enfants orphelins qui ont perdu leur maman, victimes de violences conjugales. Du coup, on leur a organisé un repas pour 150 enfants où on va leur offrir des burgers. Merci. Bravo. Génial. La convergence des luttes. Merci. Un grand merci, un grand bravo. On va leur offrir des burgers, des chips, des tiramisu, de la boisson. Grande frites et coca. Ouais. Vous êtes les bienvenus à partir de 19h à Mantes-la-Jolie. Vous êtes le bienvenu, Monsieur le Ministre. Et on a aussi lancé une cagnotte où on souhaite offrir une carte cadeau multimarque pour tous les orphelins d'une valeur de 100 €. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon profil LinkedIn, vous allez trouver la cagnotte Litchi et n'hésitez pas à y mettre un peu de votre Et on fait passer à Boulanger. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à tous et à toutes et à tous. Alors, un deuxième sommet, 10 heures de débat, des centaines de jeunes reçus en atelier ou en entretien avec des CEO, des milliers de personnes présentes, ici même en présentiel ou en digital. Ce sommet s'installe de plus en plus comme un rendez-vous incontournable dans la lutte en faveur de la diversité et de l'inclusion. C'est aussi un signal très fort de tous les acteurs économiques à l'attention des pouvoirs publics. Et alors, signal reçu 5 sur 5 par le président de la République Emmanuel Macron qui vient de nous envoyer un message. Regardez.
Bonjour à toutes et tous, je suis à l'Elysée avec Saïd et je vais décoller dans quelques instants pour les États-Unis. Je voulais avoir un mot de soutien et d'encouragement. Bravo pour ce sommet. Je pense que c'est une formidable nouvelle à Bercy. Saïd m'a raconté toutes les initiatives qui avançaient. C'est formidable, mais il faut aller encore plus loin pour nos quartiers, pour Quartier 2030, pour l'inclusion économique, pour les initiatives des plus jeunes, à toutes celles et ceux qui parfois veulent changer de vie. Donc rendez-vous la prochaine fois à l'Elysée, où je vous accueille et on lance de nouvelles initiatives. Eh ben voilà! Je vous avais dit que c'était un sommet qui était devenu incontournable. Saïd, je veux bien que tu reviennes avec moi sur scène parce que, voilà, l'année prochaine, on est à l'Elysée, quoi. Micro. Ouais, c'est une belle surprise. Donc, en fait... ça a été entendu, ce qui a été dit a été partagé et donc du coup ça a donné envie au président de la République de s'investir et d'apporter aussi sa contribution à sa manière. Et donc il nous donne tous rendez-vous à l'Elysée pour pouvoir aller plus loin, pour parler investissement, entrepreneuriat, recrutement inclusif, bonne pratique. Voilà, donc du coup il y a vraiment une dynamique qui est en place en ce moment. On compte sur vous pour aller plus loin. On lâche rien, on continue. Et on continue parce qu'on est accompagné, parce qu'on n'est pas seul dans cette lutte. Et tu le sais, Saïd, c'est le moment des remerciements. Alors oui, évidemment, bien sûr. Alors moi d'abord, je voudrais remercier en priorité l'ensemble des équipes de Mosaïque. Vous savez que Mosaïque aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs. Vous avez fait un super boulot. Et donc, c'est des collaborateurs qui sont à la fois en Ile-de-France, mais aussi en région. Donc ça a été des heures de travail pas possibles, en plus souvent de ce qu'on faisait. Et donc on a réussi ce défi. Mais à côté des équipes de Mosaïque, il y avait aussi les équipes d'Epoca. Et je voudrais aussi qu'on souhaite un grand big up à Epoca et Mathieu. Où est Mathieu? Mathieu Gabet, il est là. Mathieu Gabet, il est pas dans le coin. Il est là. Allez Mathieu. Mathieu Gabet, d'Epoca, Laurent Cédric, que je n'oublie pas. En fait, il n'y a pas d'événement sans Mathieu Gabet, il faut le savoir. Mathieu Gabet est un grand malade. Il nous fait bosser tout le week-end, le jour, la nuit, mais c'est comme ça que ça marche. Donc cette dynamique qui a été mise en place, c'est grâce à Mathieu. Donc on peut le féliciter et le remercier. Merci Saïd. Merci à toutes les équipes qui sont mobilisées, à tous les gens qui nous suivent en ligne et qui continuent à être présents, qui vont continuer le mouvement parce que ce n'est qu'un commencement. Et quand on s'est vu et qu'on a dit qu'on allait lancer ce sommet de l'inclusion économique, on s'est dit d'abord qu'on espérait que bientôt il n'y en aurait plus de sommet de l'inclusion économique, qu'on allait tous travailler pour ça, mais que surtout, il ne fallait pas que ça s'arrête aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qu'on va mettre en place dans les semaines, dans les jours qui viennent. Donc tu as commencé à remercier évidemment les équipes de la Fondation qui sont indispensables à tout ça au quotidien. Je remercierai plus que jamais les 200 collaborateurs de l'agence qui se mobilisent souvent en plus de leur quotidien. Et c'est pas simple quand on accompagne nos 350 clients par ailleurs. Mais merci à toutes et à tous. Plein de messages que vous nous envoyez très sympathiques. Merci à eux. Et puis surtout, merci pour votre mobilisation et surtout, continuez. Super. Alors, dans la série des remerciements, il y a évidemment toutes les équipes en fait, du ministère de l'économie, drivées par Stéphane Fusier, ses équipes, Bruno Le Maire, le ministre. Un grand bravo pour pouvoir de nous permettre en fait, de faire cet événement chaque année. Alors, comme vous le savez, ce qu'on est en train de mettre en place, en fait, on parle beaucoup de la Fondation, mais c'est aussi d'autres acteurs associatifs, d'autres acteurs qui viennent des territoires. On a parlé évidemment de la coalition de l'ascenseur. C'est aussi les équipes du Fonds Sens. Merci à PwC pour toute l'énergie et le temps que vous avez passé à nous aider à structurer en fait, ce programme qui aujourd'hui est très opérationnel. On l'a vu, on est déjà quasiment à 10 projets et on va continuer. Et on aimerait passer la part des 100 entrepreneurs soutenus. Donc merci à ceux qui ont contribué au Fonds Sens. Je parlais tout à l'heure de la Fondation Fabre, Boulanger, Accenture, AstraZeneca, voilà, toutes ces entreprises formidables qui nous soutiennent. Merci aussi au collectif Take Your Place, qui fait un travail formidable sur la dimension start-up, fonds d'investissement start-up. Donc c'est important aussi de le retenir. Voilà, j'ai juste envie de vous dire à l'année prochaine, le défi il est colossal. On s'est dit en début en fait, de sommet qu'on a essayé de passer de 50 000
recrutement inclusif à 100 000. Donc on a des tactiques pour ça. Il va y avoir d'autres alliances, il va y avoir des nouveautés dans la démarche qu'on va installer. Vous savez que le sommet, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, puisque dès demain, en fait, c'est toute une dynamique qui va être mise en place autour de ce mouvement de l'inclusion économique, composé évidemment des entreprises les plus engagées, des acteurs associatifs qui sont avec nous. Et donc, il va y avoir une série de rendez-vous qui vont nous aider à construire des actions, qui vont aider à solidifier et à renforcer les plans d'action qui vont être portés par les entreprises. Et donc, ces différentes rencontres, il y aura aussi des rencontres avec des CEO, des dîners CEO qu'on organise 2 fois dans l'année, vont nous permettre d'aller plus haut. Donc voilà, il y a toute une mécanique qui est mise en place et qui va nous permettre d'avancer d'une manière significative. Et puis, je voudrais aussi faire une spéciale dédicace à Florence Dehaze, qui est là, qui est là-bas. Est-ce que tu peux te lever, Florence? S'il te plaît, Florence, c'est une personne formidable. Florence, c'est une personne formidable parce que, en fait, voilà, elle fait partie de ces grands professionnels de la communication qui, à un moment de leur vie, on se dit, bon, bah, on arrête parce que c'est la retraite, mais je vais continuer à faire des choses utiles et à m'engager. Et donc, c'est elle qui nous a mis sur la voie, en fait, de la compréhension de comment fonctionner plein de choses. Et donc, c'est le fruit aussi de son travail ce soir. Merci, Florence, à toi. Voilà. Donc, rendez-vous en 2023 pour mais attends, poursuivre. moi, j'ai pas dit mes remerciements, Saïd. C'est pas tout à fait fini. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas voir. Déjà, moi, je te remercie pour l'organisation de ce sommet, le fait d'année en année, j'ai plaisir à t'accompagner, à vous accompagner chez Mosaïque. C'est un engagement, voilà, on l'a pas, mais en tout cas, je suis ravie de voir d'année en année comment ça évolue. Grâce aux équipes d'EPOCA, notamment, un grand bravo à vous, ce que vous avez pu construire. Voilà, c'était un plaisir pour moi, encore une fois, d'être avec vous. J'ai presque fini. Est-ce que tu me permets de lancer le best-of de toute la journée en vidéo? Il faut juste me laisser 10 secondes. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Aïda, qui, avec... Ouais. Bah merci, je suis toute émue, merci beaucoup. Aïda est une grande professionnelle qui contribue énormément à faire reculer les stéréotypes. Merci Aïda pour ta présence et ton soutien. Moi, je vais revenir l'année prochaine à l'Élysée. Merci beaucoup. Merci Saïd et merci à vous tous, surtout qui étiez là, certains depuis ce matin, 7h, 6h, même ceux qui étaient derrière leur écran. Et puis vous, bien sûr, qui êtes restés jusqu'au bout de la nuit, presque. Oui, il fait nuit maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va se retrouver juste à côté, échanger un petit peu, boire un verre, quand même, on l'a bien mérité. Et puis avant de partir, on va découvrir ensemble le best-of de la journée, les meilleurs moments de ce sommet, résumés en 3 minutes. Merci la régie, merci tout le monde, ciao!